Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette dernière soutenance du projet Follow Me, mené par Notivo. Alors, comme je viens de l'expliquer en anglais, nous avons décidé d'implémenter le web sémantique dans l'application et de le placer au cœur du projet. Alors, le web sémantique, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau web, un web 3.0, qui place la machine et l'humain dans un même contexte, c'est-à-dire qu'il faut que la machine comprenne l'humain. Alors, il y a d'abord eu le web 1, c'était le web de données, c'est-à-dire que les utilisateurs publiaient un contenu, mais il n'était pas modifiable. C'était un web fixe. Il y a ensuite eu le web 2, c'était un Internet où les utilisateurs pouvaient créer et partager du contenu. Ce contenu était éditable et modifiable. Et enfin, il y a eu le web 3, qui est un web qui permet de réutiliser ces données qui ont été créées pendant le web 2 et qui permet de se réapproprier ces données et de les rééditer dans différentes applications. Alors pour ce faire, on utilise le langage RDF, qui est un langage de balisage qui est composé d'un triplet de données. Et ce triplet de données permet à la machine de mieux comprendre ce que l'humain essaye de dire. Donc pour ce faire, on a pris l'exemple Victor Hugo est l'auteur des Misérables. Alors ça, c'est la phrase en français. Ce que permet le langage RDF, c'est de replacer, recontextualiser cette phrase pour que la machine le comprenne. Donc le sujet, c'est toujours Victor Hugo, comme dans le langage courant. Le prédicat, c'est « et l'auteur de », le prédicat qui peut aussi être un complément. Et les Misérables, c'est l'objet, c'est ce que l'on va chercher. Et le web sémantique est basé sur cette structure qui permet à la machine de comprendre clairement ce que l'humain veut chercher. Alors je vais passer la parole à mon chef de projet, Achille Guillon. Merci Colin. Donc on a 9 milliards 500 millions de données uniques sur DBpedia. Alors ces 9 milliards de données, ce sont des données qu'on va aller chercher et extraire des bases de données plus connues telles que Wikipédia par exemple. Et on va ensuite les réutiliser pour des applications par exemple comme la nôtre. Alors il faut savoir que ces données-là sont brutes, donc elles ne sont pas forcément intéressantes dans notre cas. Mais c'est pour ça qu'on va utiliser la BNF. Donc la Bibliothèque nationale de France, aussi appelée Gallica. Donc sur cette BNF, on a plus de 4 millions d'archives disponibles. Donc on entend par archives du texte, des vidéos, des bandes sonores et des photos. C'est ce qu'on va utiliser et extraire dans notre application.
la base même d'un parcours, c'est de passer entre plusieurs lieux. Il faut donc lier plusieurs lieux entre eux. Pour cela, certains lieux sont déjà présents dans notre base de données, mais évidemment, l'utilisateur peut créer ses propres lieux. Et il y a un éditeur de lieux qui lui permet de le faire. Alors, c'est une application qui est axée vers les Parisiens. L'idée, c'est de donner aux Parisiens la possibilité de montrer comment est-ce qu'ils voient leur ville, d'exprimer leur opinion là-dessus, à travers des parcours, à travers des lieux un peu insolites, des lieux qu'ils croisent au quotidien. C'est une application qui donc essaye de briser un peu le carcan que nous impose notre imaginaire collectif, qui dit que Paris, c'est principalement la Tour Eiffel, bon après peut-être l'Arc de Triomphe ou le Louvre, etc. etc. Au niveau de notre communication, du coup, on va plutôt s'axer sur trois bases, le print, l'emailing et les réseaux sociaux. Le print et l'emailing, ça va nous permettre de toucher des institutions, principalement des associations. Ces associations, on compte rebondir dessus pour toucher leurs adhérents. Une association va, par exemple, pouvoir proposer un parcours sur les thèmes desquels elle traite. Les réseaux sociaux, ça va nous permettre de nous approcher plus proche des Parisiens eux-mêmes et de l'individu. Donc on pourra faire des petits reportages, on pourra mettre en avant les parcours qu'ils créent eux-mêmes, et ça va pouvoir montrer que notre application, c'est avant tout une mise en avant d'une expérience humaine. Alors bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter l'application en elle-même et une rapide démonstration. Donc tout d'abord, on a le dashboard qui est la page d'accueil de l'application sur laquelle on arrive une fois qu'on s'est connecté. Donc ça répertorie une liste d'itinéraires et quand on clique sur la flèche blanche, ça nous permet d'arriver au mode visite guidée. Donc là, on appuie sur commencer l'itinéraire et en fait, ça va charger une map qui est chargée à partir de l'API Google. Et ça va permettre de guider l'utilisateur de lieu en lieu. Ensuite, on a aussi un mode qui permet de créer un itinéraire. Donc on va dans le menu, en haut de l'écran, et on peut cliquer sur créer un itinéraire. Et ensuite, on arrive sur une liste de lieux et grâce à un drag and drop, on met tous les lieux dans la travel line en jaune. On clique ensuite sur terminer et on peut ajouter un nom, une image et un thème à l'itinéraire. Et donc on peut ensuite l'envoyer vers notre base de données. Et en fait l'itinéraire va être, on va pouvoir le suivre ensuite de lieu en lieu en fonction de l'ordre dans lequel on les a placés dans la travel line. Donc je vais laisser Pierrick maintenant vous présenter un scénario utilisateur. C'est ça. Donc là, on a vu comment rapidement créer un itinéraire, mais c'était plus une fonction de présentation. Maintenant, je vais un petit peu expliquer plus en détail ce fonctionnement et les différentes manipulations à faire. Donc, comme vous avez pu le voir sur le dashboard, donc sur le menu principal, il y a un itinéraire qui est déjà créé, qui parle des Jeux Olympiques de 2024. Et en tant que sportif, j'ai voulu recréer un itinéraire qui parle des différents lieux des Jeux Olympiques qui ont eu lieu donc, un centenaire auparavant, donc en 1924, et donc qui répertorie ces différents lieux dans Paris. Du coup, donc, je crée un nouvel itinéraire. Et j'ai envie d'ajouter la Tour Eiffel et son Champ de Mars qui n'étaient pas déjà dans la base de données de l'application. Donc je me rends sur ajouter un lieu, et donc avec les recherches sémantiques, en tapant Tour Eiffel. Donc nous trouvons la Tour Eiffel avec donc, le nom du lieu, une photo et une description. Donc à partir de ça, on l'ajoute dans les lieux. On définit un thème à ce lieu et ensuite on l'ajoute à la base de données. Et donc on peut retourner dans les lieux et dans les lieux de l'application et on voit donc il y a la Tour Eiffel. Et donc, pour créer mon parcours, je vais donc faire le drag and drop de la Tour Eiffel, du Vélodrome national, de l'hippodrome d'Auteuil
puits de la piscine donc, de Georges Valeret. Ce sont des lieux qui correspondent aux Jeux Olympiques de 1924. Donc, suite à la création de cet itinéraire, donc en remplissant bien sûr le formulaire adéquat, nous allons le retrouver sur le dashboard dans le menu principal et il sera disponible à tous les utilisateurs. Voilà, donc là l'itinéraire a été envoyé et il est maintenant disponible à tous les autres utilisateurs qui arrivent sur le menu principal, sur le dashboard. Voilà, donc on a bien le nouvel itinéraire des Jeux Olympiques 1924. Et donc on retrouve comme tout à l'heure avec l'itinéraire que j'ai lancé, donc la carte, comment c'est l'itinéraire et les différents points, les différents lieux donc, de cet itinéraire. Il me reste encore un aspect de l'application à vous présenter, mais enfin, c'est pas moi qui vais le faire. Je vais demander du coup à Colin et Vincent de venir vous expliquer l'aspect de la bibliothèque des lieux et comment est-ce que ça fonctionne. Donc nous allons passer à la dernière partie de l'application, la bibliothèque de lieux. Alors Vincent, je te laisse aller sur la bibliothèque. Sur cette page, nous avons tous les lieux de la bibliothèque qui sont référencés, comme dans l'éditeur. La différence, c'est que nous pouvons, à partir de la bibliothèque, charger tous les éléments sémantiques dont nous vous parlions en introduction. Donc si on prend un lieu qui est assez fourni en termes d'archives, par exemple le château de Versailles, on va pouvoir voir précisément ce que ça représente. Alors donc, nous avons l'image, la miniature du lieu qui a été ajoutée par l'utilisateur. Nous avons le nom aussi ajouté par l'utilisateur. Nous avons rajouté des informations pratiques, comme nous l'avait suggéré M. Klech à la soutenance de décembre, les lieux d'ouverture, les horaires d'ouverture des lieux. On peut savoir si le lieu est fermé ou ouvert grâce à une API de Google qui référence tous les lieux, les monuments dans Paris et les lieux touristiques. Et on a pu ainsi l'intégrer directement dans l'application, ce qui peut être pratique. Si on fait un itinéraire où tous les lieux sont fermés, ça peut être embêtant, donc on peut vérifier avant si les lieux sont ouverts ou fermés. Il y a ensuite la description du lieu, qui a été entrée soit par le biais de DBpedia, soit par l'utilisateur. Nous avons ensuite les thèmes qui permettent de référencer tous les lieux dans l'application. Et enfin, nous avons toute la partie données sémantiques qui sont chargées à partir de Gallica et qui représentent un contenu assez valorisant pour l'application comme pour la description des lieux. Donc nous avons des archives ici qui sont des scans des plans de Versailles. Nous avons des photos, tout un tas de documents qui est daté dans Gallica, mais que nous n'avons pas réussi à récupérer les données de datation, par exemple, même si elles sont présentes dans les métadonnées des documents. Nous avons aussi des archives sonores qui sont elles aussi chargées à partir de Gallica. Donc c'est la Bibliothèque nationale de France. Nous avons des archives vidéo qui sont le plus souvent des documentaires, mais nous avons aussi, c'est vraiment très fourni en contenu. Je vais maintenant me mettre dans la peau d'un utilisateur qui fait l'itinéraire La vie en rose, qui est un itinéraire dédié à Édith Piaf, donc qui retrace la vie de la chanteuse à travers Paris, qui a vécu du côté de Montmartre. Donc Vincent, je t'invite à trouver un lieu présent dans cet itinéraire. Donc, par exemple, nous avons l'hôpital Thénon, c'est là qu'est né l'artiste. Et l'avantage, c'est que lorsque l'on arrivera devant le lieu, nous aurons cette description qui apparaîtra avec toutes ces données sémantiques permettant d'enrichir culturellement la visite. Donc typiquement, les archives sémantiques qui ont été trouvées ici, ce sont des extraits de chansons de l'artiste que nous pouvons bien évidemment écouter durant la visite. Donc Vincent, je te laisse. Bien, durant ces 3 mois de développement, on a vu un projet se construire.
Donc on a maintenant une application en bêta 1.0. Il y a encore de nombreuses petites choses à régler. Et on espère encore d'autres choses via les retours des utilisateurs. On espère aussi que ça inspirera peut-être certaines personnes à utiliser le web sémantique. Et voilà, on est très content aussi du choix de Cordova, car c'est un excellent compromis en fait de langage de web utilisé par le web sémantique et en même temps pour le développement de l'application. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous aura plu.